On commence. Bidnillah. Salam alaikum, bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette première session de la série de conférences des normes IFRS et IAS. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que vous pourriez me confirmer ça? Très bien. Alors, comme j'étais en train de dire, cette session est la première session d'une série de webinaires distanciels qui va être présentée en collaboration avec des collègues et des amis. Donc là, c'est la première session qui concerne l'IFRS 9 et qui se projette sur les instruments financiers. Les prochaines sessions vont concerner l'IFRS 16, l'IFRIC 23. Les prochaines sessions vont concerner l'IFRS 16, l'IFRIC 23, l'IAS 2 et l'IAS 16. Donc, on passe au plan de notre première session. On va commencer premièrement par une définition de la norme IFRS 9 à travers son contexte et son historique d'apparition. Deuxièmement, on a la classification et évaluation des actifs financiers. C'est une partie qui va traiter principalement l'évaluation des titres. La deuxième partie, c'est la classification et dépréciation des créances. Donc là, ces trois parties vont constituer notre premier chapitre ou première partie qui va définir un peu le volet théorique de cette norme. Après, pour une deuxième partie qui est plus pratique, on va détailler les notions de base et règles de gestion au sein d'une banque, les phases préparatoires de la classification des créances au sein de cette banque, la phase de calcul et finalement les retraitements comptables. Donc là, c'est notre deuxième partie qui va traiter le provisionnement des créances à la clientèle sous la norme IFRS 9 et qui va représenter notre cas pratique. À titre d'information, cette partie sera présentée en collaboration avec mon collègue Ahmed Sharqawi et qui va présenter son expérience sur l'IFRS 9 au sein d'une société industrielle. Et puis moi, je vais prendre la parole après pour présenter cette même pratique sur l'établissement bancaire. Alors, puisque c'est une première session et puisque beaucoup d'entre vous vont s'initier pour la première fois pour cette norme, peut-être qu'ils n'ont pas une idée sur le contexte et le pourquoi de la chose des IAS IFRS. Donc, l'IACFRS, c'est des normes internationales qui ont eu apparition dans un contexte de mondialisation et externalisation des activités des sociétés multinationales. Parce que beaucoup de sociétés ont commencé à investir dans des pays étrangers. Et donc là, se pose le souci de l'harmonisation du langage financier, de façon à ce que on va présenter une information qui va être comprise par tout le monde et donc qui va être consolidable par les sociétés mères. Donc là, les normes IFRS au International Financial Reporting Standards ont été mises en place à partir de 2005 et pour remplacer les normes IAS qui existent depuis 1973. Alors, ces normes comptables ont été préparées par un bureau international qui est intitulé le Bureau des standards comptables internationaux et qui est basé à Londres, en Bretagne. Pour information, lorsque je dis que l'IFRS a remplacé l'IAS, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver des normes IAS qui sont toujours d'actualité. Parce qu'il y a des normes qui n'ont pas été remplacées depuis la parution. Je parle par exemple de la norme IAS 16 qui traite les immobilisations corporelles, l'IAS 2 qui traite le stock, l'IAS 40 qui traite les immeubles de placement. Et il y a par contre des normes
qui ont été remplacées par d'autres normes plus mises à jour et plus adaptées au contexte macroéconomique actuel, à savoir la norme qu'on va traiter aujourd'hui, Inch'Allah, qui a remplacé l'IAS 39. Et donc là, on parle plus de l'IAS 39, mais on a l'IFRS 9 qui a été mise à jour depuis 2014. Alors, pourquoi les normes IAS-IFRS? Ça, on en a parlé. C'est pour pallier à la divergence qui peut exister entre les différentes normes au niveau mondial, parce que les normes marocaines ne sont pas comme les normes des États-Unis, ne sont pas comme les normes européennes. Donc, chaque pays, chaque continent a ses propres normes et ses propres méthodes de présentation financière. Faciliter l'échange d'informations financières, reporting, ça, on a donné l'exemple d'une filiale qui va remonter ses états financiers à la société mère. Donc, elle va pouvoir consolider ces informations facilement et mettre en vigueur un langage compréhensible par tous les acteurs financiers de toute nationalité. Alors, pour l'IFRS 9, on va commencer un peu par discuter l'histoire et le contexte de la parution. Cette mise à jour a été engagée dans le cadre de la crise financière qui a eu lieu en 2007. En effet, à l'issue de cette crise financière, beaucoup d'acteurs financiers et d'analystes financiers se sont penchés sur les normes internationales pour y apporter des nouvelles lectures et pour pousser un peu le réflexe et voir qu'est-ce qui cloche, où il y a le problème, qu'est-ce qui a causé cette crise, de façon à pouvoir anticiper un peu les risques et ne pas tomber dans le même, sans rentrer bien sûr dans le détail de la crise qui a eu lieu en 2007, mais rapidement, c'était une crise qui a touché le secteur immobilier euh, et qui a provoqué une crise financière à l'échelle mondiale. Donc là, on a passé de l'IAS 39, après certaines réflexions, à l'IFRS 9 qui a eu apparition depuis juillet 2014. Alors, les principales faiblesses qui ont été mentionnées chez l'IAS 39, c'est par rapport à son inadéquation par rapport à la réalité économique et également par rapport à sa faiblesse pour anticiper le risque de dépréciation ou précisément le risque lié au crédit. Donc là, l'IFRS 9, elle va avoir principalement trois objectifs. Premièrement, la réalité économique. Lorsqu'on parle de la réalité économique, c'est que cette norme, elle va prendre en considération un certain nombre de critères macroéconomiques et sociaux afin de déterminer le risque de dépréciation. Et là, c'est ce qu'on appelle le forward looking. Donc, je disais que cette norme, elle va présenter une nouvelle définition du forward looking et qui va prendre en considération, par exemple, l'inflation, par exemple, le PIB d'un pays, le chiffre d'affaires consolidé d'un secteur, pour définir que ce client ou bien ce portefeuille de clientèle, est-ce qu'il aura des pertes probables dans le futur, tout en prenons en considération une approche purement économique et réaliste. Deuxièmement, on a l'anticipation des risques. L'anticipation des risques dans la mesure où l'IFRS 9, il va permettre de provisionner une créance avant même d'avoir une tombée d'un pays. Parce que normalement, l'IAS 39 est parlé de la perte subie. La perte subie, c'est-à-dire que je ne vais constater une provision pour dépréciation qu'après avoir identifié un risque objectif de dépréciation. C'est-à-dire que j'ai un impayé, j'ai un risque probable très important pour que je puisse déprécier cette créance. Par contre, pour l'IFRS 9, on parle de la perte estimée ou bien l'ECL. L'ECL, c'est Expected Credit Loss et qu'on va pouvoir détailler prochainement, Inch'Allah, dans les slides prochains. Mais l'idée ici, ce qu'on doit retenir pour cette première définition, c'est que l'IFRS 9, elle est plus
prospective et plus anticipative en termes de comptabilisation des dépréciations sur les titres et sur les créances. Et puis le troisième objectif plutôt, c'est la fiabilisation et harmonisation de l'information financière. Ça rejoint toujours les objectifs des normes IFRS en général, puisque toutes les normes permettent de remplir cet objectif, c'est de pouvoir avoir un langage financier universel, compréhensible et partageable à l'ordre mondial. Le champ d'application, le champ d'application de cette norme se projette principalement sur deux volets. On a les créances et les prêts, et d'un autre côté, les actifs financiers ou bien ce qu'on appelle nous les titres. Les titres, on entend par titre les actions, les obligations et même les engagements de financement dans le cadre des sociétés bancaires, puisqu'elles peuvent émettre dans le cadre de leur activité des engagements de financement pour le compte de leur clientèle. Donc même les engagements, ils vont porter ou bien atteindre un impact par rapport à cette norme. Et donc, on va passer à la prochaine slide. Là, pour ne pas oublier, au Maroc, la rentrée en vigueur de cette norme a été actée à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2018. Donc là, on a attendu un peu 4 ans pour exiger l'application de cette norme au sein du Maroc. Et cela concerne bien évidemment les comptes consolidés. Par contre, les comptes sociaux publiés par des sociétés qui ne sont pas cotées ou qui ne rentrent pas dans le scope de consolidation, ils ne vont pas avoir ou ils ne seront pas dans l'obligation d'appliquer cette norme. Mais là, on parle bien des sociétés qui consolident leurs comptes. Alors là, on passe. Avant de passer, j'aimerais bien savoir si vous avez des questions concernant cette première partie, des informations complémentaires, puisque là, on est dans une conférence participative. Donc, si l'un parmi vous qui peut nous servir ou rajouter une information non citée, ça serait avec plaisir. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions, très bien. On passe au deuxième chapitre de notre première partie, à savoir la classification et évaluation des actifs financiers. Donc là, on va traiter premièrement le volet qui concerne les titres et deuxièmement, on va traiter le volet qui concerne les créances et précisément les créances bancaires. Donc, selon l'IAS 39, l'actif financier, il peut être classé dans 4 catégories distinctes en fonction de l'intention de gestion. Il faut bien retenir cette notion de l'intention de gestion parce qu'on va en avoir besoin au niveau de la classification selon l'IFRS 9. Donc là, on traite les prêts et créances. Donc là, c'est des actifs financiers qui sont détenus par l'entité à paiement déterminé et qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Là, on parle par exemple d'un prêt qui est octroyé par la banque à sa clientèle. Pardon. Alors, la deuxième catégorie, c'est les actifs détenus jusqu'à l'échéance. Et là, on parle principalement des actifs que l'entité a l'intention et la capacité de conserver jusqu'à la date d'échéance de ce titre. Et donc là, on parle bien de l'intention de gestion. Les actifs à la juste valeur, par le résultat, sont des actifs qui sont classés de par leur nature dans une catégorie de transactions ou bien de spéculation. Et donc là, c'est des titres qui sont
acheter pour les vendre après et constater une plus-value ou moins-value éventuelle. Et finalement, les actifs disponibles à la vente, ça, c'est des actifs qui sont désignés comme étant disponibles à la vente par la société et qui ne sont pas classés ni dans les prêts à créance, ni les actifs détenus, ni les actifs juste, à la juste valeur par le résultat. Donc là, c'est tout ce qui reste. Tout ce qu'on ne peut pas mettre dans ces trois, il va être logé dans la quatrième catégorie. Mais là, ce classement n'est plus d'actualité, mais il était nécessaire de mettre le point de transition entre les deux normes de façon à montrer un peu les nouveautés de cette norme. Alors, l'IFRS 9, il va retirer une catégorie, il va mettre en vigueur trois catégories. On parle des actifs financiers évalués au coût amorti. Donc, les actifs financiers évalués au coût amorti, c'est par exemple une créance bancaire. On va pouvoir les détailler après, je pense. Oui, voilà, on va détailler chaque catégorie distinctement. Donc là, les actifs financiers évalués au coût amorti, les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ou bien ce qu'on appelle la juste valeur par OCI, Other Comprehensive Income, et les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais de résultats. Je sais que ça paraît un peu incompréhensible dès la première lecture, mais on va pouvoir détailler ça à tête reposée. Donc là, la première catégorie, c'est les actifs financiers évalués au coût amorti. Donc là, l'IFRS 9, pour pouvoir décomposer ou bien classifier les actifs financiers, elle a instauré deux conditions. On a premièrement la condition de modèle économique, c'est-à-dire la société, pourquoi elle détient ce titre. Est-ce qu'elle va le détenir pour percevoir des flux de trésorerie contractuels? Est-ce qu'elle va le détenir pour le vendre après? Ou bien les deux? Donc, ça dépend de ces modèles économiques de gestion. On va placer notre actif financier. Le deuxième critère, c'est le flux de trésorerie. Pardon. Le flux de trésorerie, est-ce qu'il correspond à des remboursements de principal et d'intérêt? C'est le cas d'un crédit. Ou bien ça correspond à des dividendes, par exemple, ou bien des retours euh, qui ne sont pas dus, c'est-à-dire contractuels. Et là, on parle des titres d'action. Donc, si on prend ces deux conditions, à savoir le modèle économique de détention et le flux de trésorerie, les actifs financiers évalués au coût amorti, ils doivent remplir, premièrement, la réception d'un flux de trésorerie contractuel, et deuxièmement, ce flux de trésorerie, il va être composé en partie du principal et en partie d'intérêt. Et là, ça coïncide exactement avec la définition d'un crédit. Le crédit octroyé par la banque, elle va être détenue jusqu'à la date d'échéance. Et là, donc, elle a donné un crédit pour percevoir des flux de trésorerie. Et deuxièmement, c'est parce que le remboursement, il est décomposé en principal et en intérêt. Donc là, ça représente le meilleur exemple de cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Et c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure Bonjour. les OCI. Oui, pardon. Bonjour, c'est Mohamed, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour, Ala. Est-ce que tu peux juste revenir à peu Mhm, d'avant, s'il vous plaît? mhm. La Alors, slide 6. on se base... Non, c'est là, c'est là. En se basant sur l'exemple présenté du prêt, Ah, il y a une condition qui concerne les flux de trésorerie, évoque mhm, notamment la partie remboursement principal ainsi que les intérêts. Là, est-ce mhm, qu'on peut intégrer même certaines modalités d'emprunt, par exemple, si on prononce l'emprunt obligataire, avoir mhm. plusieurs modes de remboursement, par exemple le remboursement infini, là on rembourse que l'intérêt, non pas l'intérêt le principal. Est-ce que ça fait partie de cette catégorie-là? Non, je pense que c'est une très bonne question, mais
Franchement, je n'avais pas eu l'occasion de croiser ce cas spécial pour les obligations, mais ce que je peux dire, c'est que les obligations, ils peuvent faire partie des deux, soit au coût amorti, soit à la juste valeur par les autres éléments du résultat global. Pourquoi? Parce que si l'obligation elle va être remboursée in fine, c'est que le flux de trésorerie, il ne va pas comprendre le principal. Ça, on en est d'accord. Et donc là, lorsqu'on va vouloir évaluer cette obligation au coût amorti, ça ne serait pas possible parce que l'évaluation au coût amorti, c'est de prendre en compte, et on va en venir après pour définir chaque évaluation, comment elle est calculée, mais juste pour répondre à votre question, on ne peut pas prendre une obligation remboursable in fine. Ça, je pense que c'est la réponse la plus logique, du moment qu'elle ne va pas être évaluée au coût amorti parce qu'il n'y a pas de remboursement du principal. Donc, le prêt ou bien l'emprunt d'IL, il indique la comptabilité au niveau des obligations, il ne va pas être diminué. Par contre, le coût amorti, l'évaluation au coût amorti, elle est définie déjà de base que on prend la valeur du titre et on retranche les remboursements du principal sur la durée de vie qui a été écoulée. Et donc là, ça ne serait pas applicable pour une obligation qui est remboursable in fine et pour laquelle le principal est figé et ne bouge pas. J'espère que j'ai répondu à ta question, Elle. Très bien. Alors, là, pour les obligations, pour la deuxième partie, on a cité ici l'exemple des obligations, euh, mais du moment que, voilà, c'est déjà mentionné, la souscription d'une banque à un emprunt obligataire avec un taux de rendement annuel de 6% et dont la maturité est de 3 ans avec remboursement in fine. Donc là, elle sera déposée au niveau des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, ou ce qu'on appelle la juste valeur OCI. Donc là, parce que le flux de trésorerie contractuel, il ne va pas englober le principal et l'intérêt, mais uniquement les intérêts. Donc là, je dois peut-être modifier ça parce que j'ai ajouté également les remboursements principaux. Voilà. Donc là, la deuxième condition, elle n'est pas respectée, donc je ne peux pas le mettre au coût amorti, mais il sera logé au niveau du juste valeur OCI. La troisième catégorie, c'est les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat. Pour information, on va pouvoir décortiquer chaque évaluation ou bien chaque modalité d'évaluation distinctement et en parler davantage. Mais là, on parle uniquement des catégories de classification. Donc, ça va venir après. Les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sont des actifs qui, à la date d'acquisition, soit parce que la société il a pris l'option de les mettre irrévocablement dans cette catégorie, soit parce qu'on n'a pas pu les mettre dans les deux autres catégories. Vous pouvez dire que c'est le reste. Tout ce qui reste, il est logé ici. Alors là, voilà, il s'agit de l'ensemble des titres que nous n'avons pas pu catégoriser au coût amorti ou à la juste valeur aussi. Alors, l'exemple qu'on a cité ici, c'est l'achat de 500 actions par une société cotée afin de placer un excédent de trésorerie. Ces actions sont détenues dans l'intention de les vendre ultérieurement et réaliser des plus-values éventuellement. Donc là, c'est premièrement la première condition de flux de trésorerie, elle n'est pas respectée. La deuxième condition de détention jusqu'à la fin ou bien l'échéance elle n'est pas respectée parce que là, c'est de la spéculation. Et là, on va les placer directement au niveau de la catégorie des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais de résultats. Je pense qu'on a des questions. Non, c'est bon.
Alors là, on passe à l'évaluation. Donc, après avoir détaillé un peu les modalités de classification, on va parler de l'évaluation. Et là, j'ai essayé de mettre tout ce qu'on a cité tout à l'heure au niveau de ce tableau pour avoir un peu une vision globale sur la classification des actifs financiers. Là, on a la collecte de flux. Là, c'est la première condition qui concerne le modèle économique de gestion. Donc, on a soit la collecte de flux, soit la collecte de flux et cession pour l'OCI, soit une autre stratégie qui concerne la spéculation. Et là, on a le critère des flux de trésorerie. Donc, on a principal et intérêt rempli. C'est OK pour la condition. Et ça, c'est le flux, il ne remplit pas ce critère ou cette condition. Donc, lorsqu'on a la collecte de flux et le principal intérêt rempli, on va évaluer au coût amorti, comme on a cité tout à l'heure, ou bien à la juste valeur par résultat par option irréversible. Lorsqu'on a la collecte de flux et cession, en complément de la première condition, on va évaluer à la juste valeur par capitaux propres. Et la troisième ligne, lorsqu'on a une spéculation avec la première condition remplie, on va évaluer à la juste valeur par résultat. Donc là, ces deux catégories, on va les placer à la juste valeur par le résultat puisque le principal et intérêt, il n'est pas rempli. Quoi que ce soit le modèle économique, si on n'a pas un flux de trésorerie qui englobe le principal et intérêt, c'est directement valeur par résultat. Et puis, la troisième catégorie, c'est lorsqu'on n'a pas un flux de trésorerie et on a également une, une spéculation. Donc, notre valeur, elle est régie par une norme à part entière et qui est l'IFRS 13. Donc, l'IFRS 13, il définit l'actif ou bien la juste valeur comme étant le prix qui sera reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un actif dans une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. Donc, selon cette norme, il faut avoir une transaction normale. Donc, la transaction normale présume que la société, elle ne va pas vendre ses actifs dans un contexte de liquidation forcée ou une vente de détresse, mais c'est la continuité normale de l'activité et il n'y a pas de force majeure pour vendre ses actifs. Et donc, cette norme IFRS 13, elle est appliquée à chaque fois qu'une autre norme IFRS cite la juste valeur. Et c'est le cas pour l'IFRS 9. Donc, l'IFRS 9, comme on l'a cité tout à l'heure, elle a intégré deux types de la juste valeur. On a parlé de la juste valeur par le biais des capitaux propres, qui est la juste valeur OCI, et la juste valeur par le biais de résultats. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux? La différence, c'est tout simplement la possibilité de transférer la plus-value, moins-value sur un actif, soit directement sur le résultat, soit au niveau des capitaux propres. Donc, je m'explique. Lorsqu'on a une évaluation à la juste valeur par le biais des capitaux propres, les plus-values ou moins-values latentes vont être inscrites directement dans les capitaux propres dans un compte de réserve. Et donc, ça serait pour moi une réserve de plus-value ou moins-value qui va être concrétisée sur le résultat lorsque ce titre il sera vendu. C'est comme si on peut dire c'est un sursis de plus-value, moins-value. Lorsque le titre il est vendu, dans ce cas, je vais constater la plus-value ou moins-value directement dans les résultats.
Et puis, la deuxième catégorie, c'est la juste valeur par le biais de résultats. Et donc là, je constate directement ma plus-value, moins-value latente au niveau des produits et des charges. Donc là, ça touche directement mon résultat. Là, si on peut pousser un peu le réflexe et dire pourquoi on a catégorisé ou bien pourquoi on a évalué cette catégorie à la juste valeur OCI et non pas au résultat. Donc, si on revient un peu en arrière, là, on a la juste valeur par résultat. Pourquoi on a évalué des titres de spéculation à la juste valeur par résultat? Donc, qui peut me répondre un peu pour pousser un peu l'échange et voir si on a compris. Donc, ma question, c'est pourquoi la juste valeur par résultat est appliquée pour les titres de spéculation? Là, ils disent comme quoi c'est un produit lié à l'exercice. Leur réalisation est imminente. Voilà, exactement. C'est parce que le titre de spéculation, il va être vendu dans un futur proche. Et donc, de toute façon, même si je mets le produit ou bien la charge au niveau de la réserve, il sera matérialisé dans un futur proche. Donc, je me dis que voilà, je vais le passer au résultat puisque le titre, de toute façon, il sera vendu dans un futur. Spéculation à court terme, je pense. Oui, voilà, c'est exactement ça, Fatem Sarr. Donc là, on a compris un peu le pourquoi de la chose et pourquoi chaque catégorie elle est évoluée de telle ou telle manière. Alors, on passe à l'évaluation au coût amorti. Et là, on précise que c'est une évaluation qui concerne les actifs qui ont rempli les deux conditions, à savoir la condition de flux de trésorerie et la détention jusqu'à date d'échéance. Donc, le coût amorti, c'est des actifs qui ont une échéance fixe et qui ne sont pas évalués à la juste valeur. Donc, ces actifs doivent être évalués au coût amorti. Le coût amorti d'un actif ou d'un passif financier est le montant auquel l'instrument est évalué lors de la comptabilisation initiale, corrigé des éléments suivants, moins les remboursements en capital et moins les dépréciations éventuelles à la date d'évaluation. Et là, on cite l'exemple des crédits bancaires. Donc, je disais que les crédits bancaires, ils sont toujours évalués au coût amorti. On va prendre l'exemple d'un crédit de 200 000 dirhams. Et donc, en prenant l'hypothèse par simplification qu'on a un remboursement de 10 000 dirhams par année. Donc, dans 3 ou 4 ans, on aura remboursé 40 000. Donc, le capital restant dû pour moi, c'est 160 000. Donc, c'est ce qui va être inscrit dans les comptes de la banque. Plus, éventuellement, si on a une dépréciation éventuelle, on va la comptabiliser. Donc, la dépréciation, elle est impactée à travers un compte de provision. Donc, c'est là la différence entre le coût amorti. Et c'est pour ça qu'on a tout à l'heure dit que les obligations remboursées in fine ne peuvent pas être évaluées au coût amorti, mais elles sont normalement évaluées à la juste valeur OCI, parce qu'il n'y a pas de dépréciation ou de remboursement en capital. Je vous prie de mettre vos microphones en mode silencieux, s'il vous plaît. Donc, on passera directement au troisième chapitre de notre première partie et qui traite la classification et dépréciation des créances. Et c'est là un peu la partie la plus importante et la plus significative de cette norme. Et d'ailleurs, c'est la partie qui a plus d'impact sur les banques et les sociétés de financement.
Donc, en guise de rappel, on va rappeler un peu la faiblesse qu'on a citée tout à l'heure pour l'IAS 39, c'est que cette norme, elle ne permet pas d'anticiper suffisamment les pertes sur les créances. Donc, une perte sur crédit ne peut être constatée que lorsqu'elle est avérée. Qu'est-ce qu'on veut dire par avéré? C'est qu'il y a un signe ou un indice significatif de dépréciation. Donc, la banque ne va pas passer de dépréciation sur une créance saine qui vient d'être accordée. Et donc, la notion de dépréciation de l'IAS 39, elle a introduit à l'époque la notion de test. C'est quoi la notion de test? C'est que la banque, elle va faire un certain nombre de testings sur son portefeuille selon la signification des créances. Donc, on a premièrement un test de dépréciation sur base individuelle. C'est lorsque la créance, elle est individuellement significative. Donc, je dis n'importe quoi, une créance qui a été accordée à une entreprise de BTP, c'est des millions de dirhams. Et donc là, la société elle sera en mesure d'être testée, ou bien le crédit accordé à cette société il sera en mesure d'être testé individuellement. Et donc, cette créance, elle ne va être dépréciée qu'après avoir identifié un indice objectif de dépréciation. L'indice objectif de dépréciation, c'est l'incidence d'un payé ou bien une dépréciation éventuellement significative sur la situation financière de ce client. Le deuxième test de dépréciation, c'est la dépréciation par classe homogène de risque. Donc là, on parle des créances qui sont individuellement non significatives. C'est des créances, par exemple, données à des ménages ou bien des microcrédits. Et donc là, je vais rassembler mes créances dans une classe plutôt homogène de risque qui va comporter des créances ayant les mêmes caractéristiques de risque. Donc, je peux par exemple prendre comme classe homogène de risque de profession, ou bien d'âge, ou bien de niveau social, ou bien de revenus financiers. Donc, ça dépend de la classification qui est opérée par la banque. Et donc là, on parle toujours de l'incidence objective de dépréciation. C'est-à-dire que cette norme, elle ne reconnaît pas la dépréciation si on n'a pas d'incidence d'un pays. Et c'est là où réside un peu la faiblesse de l'IAS 39. Et troisièmement, on a un test de dépréciation collective. Et là, c'est les créances qui sont saines, mais qui restent sensibles. C'est-à-dire, c'est des clients qui payent leurs créances et payent leur échéance, mais qui peut-être durant les derniers mois ou bien les dernières années, ils ont eu une incidence ou deux, ou bien même si ils n'ont pas d'impayé, mais la banque remarque que la situation financière de ses clients est en train de se détériorer. Et donc là, on passe une dépréciation collective. Et c'est ce qu'on appelle au sein des banques par la watchlist. D'ailleurs, cette watchlist elle n'est plus d'actualité parce que après l'entrée de l'IFRS 9, cette watchlist est directement prise en compte au niveau du bucket 1 ou bien de la phase 1 de classification. Et donc, on ne parle plus de watchlist, mais de bucket 1. Et on va détailler un peu c'est quoi un bucket par ailleurs. Donc, là, c'est un peu un rappel sur l'IAS 39. Là, c'est le schéma dont je vous ai parlé. Donc, on a dit que la schématisation de dépréciation va partir par indice objectif de dépréciation. On a un indice objectif de dépréciation. Si c'est oui, l'encours il sera testé individuellement, mais s'il est significatif. Donc là, la dépréciation sur base individuelle, s'il est significatif, et on a un indice objectif de dépréciation. Sinon, s'il n'y a pas une dépréciation, s'il n'est pas significatif, là, dans ce cas, on aura une dépréciation par classe homogène. Et après, si on n'a pas d'indice objectif de dépréciation, l'encours il sera déprécié sur base collective, mais s'il y a une sensibilité. Sinon, s'il n'y a pas de sensibilité ou bien d'indice de dépréciation, là, on ne va pas constater de dépréciation. Et si on veut dire,
L'IFRS 9, c'est cette catégorie qu'elle vise. Elle vise cette catégorie qui est totalement saine, mais qui peut éventuellement, dans le futur lointain ou le futur proche, constater une dépréciation. Alors là, avant de passer aux nouveautés de l'IFRS 9, j'ai jugé un peu utile de vous parler des règles BAM. Parce que, comme vous le savez, les banques au Maroc, elles sont régies par Banque El Maghrib. Et donc, Banque El Maghrib, elle avait émis en 2002 un circulaire nommé 19G et qui réglemente les modalités de provisionnement de créances au sein des établissements de crédit. Donc là, je vais montrer rapidement l'extrait de ce circulaire. Voilà. Donc, le circulaire, il réglemente les créances, ou bien classifie les créances sous deux catégories. On a les créances saines et les créances en souffrance. Donc, les créances saines, c'est des créances qui, dans l'antériorité d'impayés, ou bien le nombre d'échéances impayées, ne dépasse pas 90 jours. Donc, dès que l'antériorité ou bien l'ancienneté d'un impayé commence à courir au-delà des 90 jours, là, on parle de créances en souffrance et précisément de créances prédouteuses. Pardon. Donc là, c'est une créance prédouteuse dans la créance ou bien dans l'impayé est supérieur à 90 jours. Donc on passe du sain de la catégorie de sain à la catégorie de créance en souffrance. Donc après les 90 jours, si on a une ancienneté de 180 jours, c'est-à-dire 6 échéances, si on considère que l'échéance est mensuelle, donc c'est 6 échéances, donc là, on a la catégorie des créances douteuses. Donc la catégorie des créances douteuses, elle est provisionnée à 50%. La catégorie de créances prédouteuses, elle est provisionnée à 25%. Et finalement, lorsque l'ancienneté commence à courir au-delà des 360 jours, ou bien ça dépasse 9 impayés, comme il est mentionné dans l'article 8 de cette circulaire. Donc là, on parle de créance compromise. Parfois, on peut passer une créance en compromise même sans franchir les 9 impayés. C'est lorsqu'on va engager une contestation au niveau juridique ou lorsqu'on a une poursuite judiciaire ou bien lorsqu'il y a une cessation d'activité ou liquidation judiciaire de la contrepartie. Donc là, c'est c'est un classement présumé. C'est un classement qui est automatique, quoi que ce soit le nombre d'impayés de cette contrepartie. Donc, c'était un rappel par rapport aux normes sociales au niveau de, de la circulaire 19G. Et pour ouvrir une parenthèse par rapport au contexte actuel qui est lié au Covid-19, récemment, j'ai lu dans un article à l'Économiste que les banques elles sont invitées à être à faire plus attention par rapport au déclassement des créances. Parce que si on prend en considération ces catégorisations mécanistes, on va tomber dans une surestimation de dépréciation. Parce que comme vous le savez, l'impact de cette crise sanitaire, il est en grande partie sur des PME et sur les ménages, et qui va imputer ou bien impacter directement les paiements de créances des banques. Donc là, Banque El Maghrib et un certain nombre de cabinets d'audit et de conseillers, ils ont euh, conseillé les banques de prendre des mesures exceptionnelles dans cette crise de façon à ce que la classification de créances soit un peu moins mécanistes et qui prennent en compte un peu les caractères qualitatifs de chaque activité.
Donc, si on prend par exemple l'activité du tourisme ou les agences de voyage, on aura moins de possibilités de les déclasser dans des classes de risque importantes, puisque l'impayé, il n'est pas lié directement à l'incapacité de ce client à payer son échéance, mais plutôt à une force majeure qui va certainement être apurée ou à laquelle on va pallier après la fin de ce contexte actuel. Et puis, d'un autre côté, on conseille les banques de passer des dépréciations un peu prudentes pour les PME dans la poursuite ou bien la continuité d'exploitation est un peu, si on peut dire, mise en péril. Donc là, la banque est dans la mesure d'être plus anticipative concernant cette catégorie de clientèle. Donc là, je ferme cette parenthèse et on passe directement à la classification et dépréciation des créances selon la norme IFRS. Je vais l'ouvrir rapidement si c'est possible. Bien sûr. Alors, justement, par rapport au contexte de le Covid-19, Mhm. je pense qu'il est légitime et qu'il est plus logique de penser à une étude plus approfondie par rapport à la politique je dirais, de provisionnement des créances clients, puisque voilà, on est dans un contexte qui est plus ou moins invisible. On ne peut pas prévoir la situation de recouvrement des créances, justement, des particuliers, même des entreprises. Donc, je pense que la situation est un peu difficile parce qu'on ne peut pas prévoir les choses. Donc, je sais que la réaction de Banque Mondiale ou bien de la Banque centrale, elle a un objectif de calmer un peu les choses et de montrer plus ou moins la stabilité du système bancaire. Mais bon, derrière ça, on peut pas oublier que récemment, il y a les banques américaines qui ont publié leurs états trimestriels. Ça a été c'était catastrophique. Ils ont affiché des pertes vraiment énormes. Et je pense que ça va être vraiment, ça va se répercuter également sur même l'association des, des, des banques Oui, marocaines. oui, oui, tu as tout à fait d'accord Alain, parce que justement ces mesures exceptionnelles, elles sont présentées principalement pour les comptes qui vont concerner mars et juin. Parce que comme vous le savez, les banques ont des arrêtés trimestriels. Et donc l'arrêté trimestriel de mars, il va précisément et sûrement être impacté par des pertes importante. Et là, l'idée que Banque El Maghreb voulait transmettre à travers les différents conseillers et auditeurs de la place, c'est que les banques ne se précipitent pas à déclasser une créance en souffrance par la simple raison de la tombée d'un impayé durant cette crise. Parce que si on prend l'exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, j'ai une créance vis-à-vis de la banque et j'ai des échéances à payer chaque mois. Ce mois, j'ai pas été payé, mon patron il ne m'a pas envoyé mon salaire, et donc là, je vais pas payer mon échéance. Mais cela ne veut pas dire que ma créance est en souffrance. Donc là, l'idée, c'est de temporiser un peu et de pousser la réflexion et l'analyse vers une analyse plus qualitative qui va prendre en considération l'impact de cette crise sur les différents secteurs. Mais tu as tout à fait d'accord que les clôtures trimestrielles prochaines, ils seront en grande partie impactés par ce contexte. Alors, j'ai Et, remarqué qu'il y a des et- questions. si moi, Oui, Alain. en matière juste de... Parce que là, est-ce que je ne sais pas si ça va constituer normalement une dérogation par rapport au principe comptable ou pas, parce que vraiment, c'est une décision exceptionnelle qui vient d'être normalement annoncée par Benoît Moraleb. Est-ce que Mhm, ça va mhm. normalement être accompagné par des informations Oui, complémentaires au niveau oui, des dates de synthèse? Est-ce que cela va être exigé exactement. normalement par les CAC ou... Mhm, mhm. D'après ma connaissance, c'est pas encore officiel, mais je pense que Banque Le Maghreb, elle va sortir prochainement une mise à jour de la circulaire 19G, de façon à anticiper un peu par rapport à ce contexte. Et d'ailleurs, pour la simple information, avant même d'avoir cette crise, Banque Le Maghreb, elle se projetait de mettre à jour sa circulaire 19G
pour être un peu en parallèle et pour être en convergence avec les normes IFRS. Donc là, parce que, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, la norme ou bien la circulaire 19G, elle ne prend pas en considération les créances saines dans le provisionnement. On a une provision de 25, 50, 100%, mais qui concerne uniquement les créances en souffrance. Mais Banque le Maghreb, elle voulait prendre en compte les créances saines sensibles. Donc, elle va ajouter une catégorie qui va être nommée les créances saines sensibles et qui va être provisionnée à un taux qui est réduit. Mais là, puisque ce contexte il a été constaté en amont de cette mise à jour. Donc là, la principale priorité de Banque El Maghreb, c'est de sortir une mise à jour de la circulaire 19G et qui va permettre de définir un peu noir sur blanc les mesures exceptionnelles à prendre dans le cadre de cette crise. Alors, la question de Ala concerne le classement ne prend pas en considération si le montant est significatif ou non. J'ai pas compris ta question, Ala. Si tu peux nous poser la question directement Alors, par micro. la question, je l'avais posée quand j'étais en train de présenter notamment je dirais L'IAS les degrés 39. de classement. Non, c'est par rapport à la note circulaire de Banque Maghreb Mhm, concernant les créances, le classement des créances impayées, justement. Donc, par rapport à la durée ou bien à l'échéance normalement qui a été prélevée au niveau du non-recouvrement de la créance, est-ce que, par exemple, là, il n'y a pas des spécificités par rapport à la nature de la créance? Parce qu'on dit, par exemple, là, si l'échéance elle est non réglée à 90 jours, on va la classer comme étant prédouteuse. mhm. Euh, genre, cette classification-là ne prend pas en considération le montant, est-ce qu'il est significatif? Parce qu'on peut avoir, par exemple, un crédit je dirais, par exemple, un crédit conso de 60 000 dirhams. On va le classer dans cette catégorie de prêt douteuse. Et Mhm, par contre, si on a de l'autre partie, de l'autre coin, un crédit vraiment qui est significatif de millions de dirhams, mhm, ça va être classé dans la même catégorie mhm, mhm, de classification de la créance. Donc, oui. dans ce cas-là, est-ce qu'il Mhm. est logique de faire un classement sur mesure en fonction de la signification du montant et en fonction du risque qui est normalement attaché Mhm. à cette Mhm. créance ou à ce crédit-là? À vrai dire, la circulaire BAM elle ne met pas de différence de- ou de classification en termes de volume de créances. Donc là, on parle en général de créances prédouteuses, douteuses, compromises, quoi que ce soit la contrepartie et quoi que ce soit le montant de la créance. Donc là, on n'a pas cette logique de classification par classe homogène de risque et selon le montant ou bien selon l'importance du montant, à pouvoir classer par exemple des créances importantes au niveau de la classe douteuse et les moins importantes au niveau de pré douteuse. Mais là, c'est un calcul, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un peu mécanique. Donc, lorsque vous allez franchir les trois impayés, vous êtes automatiquement classé en prêt douteux. D'ailleurs, les banques, elles ne font pas ça manuellement parce qu'il y a plutôt des logiciels de gestion bancaire qui font ça. Donc là, on a un paramétrage IT, un paramétrage automatique qui va faire en sorte que la créance, dès qu'elle va être impayée pour trois échéances, elle tombe en prêt douteux. Et donc, il n'y a aucune analyse derrière qui est un peu qualitative quand tu l'as cité. Si vous Juste une permettez, je petite pense. réflexion, juste une Mhm. petite réflexion par rapport à l'impact fiscal de cette classification de provisions au niveau normalement de charges déductibles qui causent la provision. Mhm. Euh, Là, est-ce qu'il y a une mesure normalement qui est spécifique à cette partie-là par rapport au traitement fiscal de ces provisions?
Donc, Par est-ce rapport à qu'on la a le même déductibilité. traitement par rapport à la déductibilité de la provision, justement, Oui, oui, dans la mesure puisque le où le calcul, provision. Mhm. puisque le calcul, c'est un calcul que, on peut dire, on peut classifier que c'est un calcul qui est statistique ou bien Mhm, mécanique, mhm, qui se mhm. base normalement sur des règles prédéfinies par la BAM. Donc, il n'y a pas une objectivité pure et parfaite Mhm. par rapport à la qualification des créances. Donc, je ne sais pas s'il y a toujours l'obligation de faire entamer Réintégrer. une procédure judiciaire après la constatation de la provision dans les règles Mhm. prédéfinies par le CGI, ou bien il y a toujours une particularité par rapport à ce secteur, par rapport à ces éléments-là. Alors, pour répondre à ta question, Ala, la provision pour dépréciation des créances au niveau de la banque, elle est déductible fiscalement, mais sous réserve que cette provision, elle respecte les modalités de classement qui sont prévues par BAM. Donc, si on dépasse cela, par exemple, à ce que certaines banques de la place faisaient, c'est qu'ils ont une liste qu'ils appellent la watch list et dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est une liste qui va provisionner les créances saines et qui sont sensibles. Donc, c'est comme si tu peux dire que ces banques, et c'est une banque qui est connue, qui est très populaire au niveau du marché financier, c'est qu'elle elle va prendre en considération les créances saines et les provisions. Donc là, ce n'est pas une créance qui est déductible fiscalement puisqu'elle ne respecte pas de, donc réintégrer automatiquement. Je vous prie de m'excuser pour 2 minutes, je réponds à un appel urgent et je vous rejoins. Merci beaucoup. Oui, rebonjour Al. Rebonjour, Sichar. Ah oui. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens juste rapidement sur ta question par rapport Oui. au classement qui ne comprend pas, donc, qui ne prend pas en considération les montants. Est-ce que significatif ou pas? Je pense que tu t'es placé bon, dans cette question plus dans une optique auditeur. Parce que j'imagine que la société, ou bien maintenant on parle de contexte banque, donc j'imagine que la banque il doit estimer sur la base des règles BAM l'ensemble des créances à comptabiliser dans ses comptes à défaut de l'importance du montant. Donc on va pas se dire si un montant, si une créance qui ne dépasse pas un tel montant, on va pas la provisionner. Donc on va appliquer surtout, on va appliquer la règle BAM BT méchant sur toutes les créances et par la suite, on pourrait dire est-ce que cela est significatif ou pas. Je pense, je ne sais pas, est-ce que tu t'es placé par rapport à notre approche auditeur pour poser cette question, ou bien c'était une question pour voir. Sincèrement, Hmm. non, sincèrement, je suis placé par rapport à une approche qui est prudentielle plus qu'une approche Zema, par rapport à la méthodologie du commissariat au compte. Non, c'était une approche prudentielle plus que donc, je voyais sincèrement que le fait, par exemple, de provisionner un montant qui est significatif ou une créance ou un crédit qui a par exemple, affiché un problème de recouvrement ou de recouvrement, par exemple, dans 3 mois ou 4 mois, vraiment, elle est logique de le classifier vraiment d'une façon objective, plus que de suivre un barème ou bien une méthodologie qui est vraiment, on ne peut pas nier, elle est bien étudiée par rapport à la Banque centrale. D'accord, d'accord, je comprends ta réflexion. Elle est là, on reprend. Oui, c'est Chakra, oui. Alors, j'ai une autre question ici, c'est ce que je vois récemment. Quel lien entre Covid-19 et IFRS 9?
Alors, pour la réponse par la question de Fatem Zahra, comme on a cité tout à l'heure, c'est que les banques, de par leur nature, elles ont des créances vis-à-vis des opérateurs financiers et des ménages. Et donc là, lorsque cette crise a été constatée, beaucoup de gens n'ont pas la capacité de payer leurs créances. Et cela va se manifester chez la banque par des impayés très importants. Donc là, on parle directement d'un impact risque pour les banques et d'un impact sur la qualité du portefeuille de la banque. Alors, l'IFRS 9, c'est quoi son rôle dans tout ça? C'est d'organiser un peu ce cas et la situation de perte qui peut être constatée chez la banque, et donc de constater de façon un peu anticipative les risques et les pertes qui peuvent être constatées dans le futur. Donc, puisque l'IFRS 9, il est prospective, elle va prendre en considération des critères qualitatifs, et spécialement dans ce contexte, les critères de macroéconomique par secteur pour identifier ou bien pour déprécier les créances. Et là, on parle bien du concept de forward looking dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est un contexte qui va prendre en considération, voilà, la réalité économique. Et c'est ce qui n'est pas le cas pour les règles BAM ou bien pour les règles de l'IAS 39. Et c'est là où réside un peu l'atout majeur de l'IFRS 9, puisqu'il n'est pas un peu mécanique, mais qui prend en compte aussi le réflexe qualitatif de la chose. Alors, on était en train de parler de l'évolution de l'IFRS 9. On est sur le slide 15. Alors, donc, comme on a commencé à dire tout à l'heure, c'est que l'IFRS 9, elle va pourtant introduire un nouveau modèle de perte au lieu au lieu de la perte de crédit avérée. Donc, selon l'IFRS 9, la constatation de perte de crédit ne dépendra plus de l'identification d'un fait générateur de perte de crédit par l'entité, mais d'une pluralité d'informations. Premièrement, et principalement, les événements passés. Là, on entend par événement passé le comportement de la clientèle durant une phase transitoire entre le- l'application des normes sociales et l'application de la norme IFRS. Par exemple, pour le cas qu'on a pris au niveau de notre cas pratique, la banque elle avait pris le comportement de la clientèle durant les 5 derniers mois précédant l'application de l'IFRS 9. C'est un travail qui est fait par des statisticiens, par des spécialistes en statistique et en analyse de données, afin de nous ressortir une matrice qui va définir les probabilités de perte en tenant compte les comportements de notre clientèle durant les années passées. Donc là, c'est une nouvelle notion qui est définie sous la PD. La PD, c'est la probability of default. Et donc, cette PD, elle est définie sur la base de cette approche qui est projetée vers le passé. On va détailler ça, on va très bien détailler ça par un cas pratique, mais là, on essaie juste de retenir les fondamentaux théoriques qui vont nous servir pour comprendre la pratique. Rahmouni, El Kamouni Rahma, elle essaie de nous rejoindre depuis tout à l'heure, mais je pense qu'elle a un problème au niveau de sa connexion. Alors, je continue. Les circonstances actuelles, c'est le cas par exemple du Covid-19, donc il sera pris en compte au niveau de l'IFRS 9. Les prévisions raisonnables d'irrécouvrabilité, c'est le forward looking, comme on a cité tout à l'heure, et les indices sectoriels, etc., etc., etc. Donc vous remarquez que l'IFRS 9, elle est plus qualitative que quantitative. Il y a plus de critères qualitatifs que de critères de déclassement mécanique. Alors, ce modèle,
comme je l'ai cité tout à l'heure, il va répartir les classes de créances par bucket. Qui dit bucket, c'est comme une phase ou bien un ensemble de créances ou bien un groupe de créances. Donc, on a le bucket 1, le bucket 2, le bucket 3. Donc, pour ne pas anticiper sur le calcul, je relève ça et on se focalise maintenant sur la classification. Le bucket 1, c'est quoi? Le bucket 1, c'est les créances saines. C'est toutes les créances saines de la banque. La banque, dès qu'elle va octroyer un crédit, elle va le comptabiliser au niveau du bucket 1. Et là, ce bucket, si vous vous rappelez, c'est au niveau de la slide précédente, c'est cette partie-là. C'est l'encours sain qui n'est pas sensible, c'est l'absence de dépréciation. Et là, pourtant, il sera déprécié au niveau de l'IFRS 9. Et là, le calcul de la dépréciation du bucket 1, il sera effectué sur une phase de 12 mois. Donc, 12 mois pour la bucket 1. Le bucket 2, c'est quoi? Le bucket 2, c'est des créances qui vont commencer à être douteux ou bien litigieux. Là, on parle de l'accroissement significatif du risque de crédit. C'est une notion à retenir, c'est l'accroissement significatif du risque de crédit. Lorsqu'on a une créance qui va constater un accroissement significatif de risque de crédit, elle va passer en B2. Vous vous demandez déjà c'est quoi l'accroissement, comment on va le comptabiliser, comment on va le constater. Je vous réponds que la norme IFRS 9, elle n'a pas mentionné des méthodes qui pourront servir à caractériser cet accroissement, mais cela reste par interprétation de chaque entité. Donc, ça dépend de chaque banque, comment il va interpréter ce décroissement. Et donc, je cite quelques exemples non limitatifs. On a le changement défavorable de la performance financière de l'emprunteur, le changement défavorable de la qualité des actifs affectés en garantie, la conjoncture économique du secteur, l'environnement réglementaire et économique de l'emprunteur, etc., etc., etc. Donc là, vous remarquez toujours qu'on est dans le qualitatif. On n'a pas entré dans l'impayé. On n'a même pas d'impayé. Donc le B1, B2, B2 peut-être qu'il a un impayé, mais qui n'est pas suffisamment important pour le classer dans le B3. Mais le B1, c'est des créances saines, dont la provision sera calculée sur 12 mois. Le B2, c'est des créances qui ont constaté un accroissement significatif de dépréciation à travers les différents critères qu'on a cités. Et donc, le calcul de la provision sera effectué sur la durée de vie. Et le B3, c'est les CES. Les CES, c'est les créances en souffrance qu'on a définies tout à l'heure à travers notre circulaire BAN. Donc, et c'est ce que les banques généralement au Maroc appliquent, c'est que, pardon, dès que la créance va être dès que les tombées de créances dépassent 3 échéances, on les classe en CES. Donc, c'est la pratique ou bien la doctrine d'interprétation au Maroc par les banques, elle converge vers cette logique, c'est que les créances B3 sont des créances en souffrance et qu'ils provisionnent en social sous l'égide de la norme ou bien de la circulaire. Alors, on passe un peu au détail du calcul de l'ECL qui représente notre provision. L'ECL, c'est quoi? Alors là, j'ai une slide qui va détailler un peu chaque notion. Et là, c'est des définitions qui sont vraiment utiles pour l'application de la norme IFRS 9 et qu'il faut retenir pour comprendre un peu ce qu'on va faire sur le cas pratique. Donc, le CL, c'est Expected Credit Loss ou bien perte de crédit attendue. Ça, c'est ma provision. Ça, c'est la provision que je vais constater. Le AD, c'est l'exposure at default. C'est l'encours de la créance exposée à défaut et c'est mon encours que je vais provisionner. C'est le capital restant dû si on parle d'une créance. La PD, c'est la probabilité of default, probabilité de survenance de défaut sur les 12 prochains mois ou à vie. Et donc là, c'est une probabilité, comme on l'a défini tout à l'heure, qui est calculée statistiquement sur la base des événements passés. Et finalement, la LGD, c'est Loss Given Default. La LGD, c'est la partie d'actifs prévue en cas de défaillance de paiement. La LGD, généralement, les banques
pour une première application d'IFRS 9, ils prennent une LGD forfaitaire, 50% ou bien 40%. Ça dépend de la banque, mais elle doit être calibrée ou bien mise à jour au fur et à mesure du calibrage de la base statistique liée à cette norme. Parce que la banque, au début, lorsqu'elle va pouvoir appliquer l'IFRS 9, elle n'a aucune ancienneté expérimentale dans cette norme. Donc, elle va prendre directement un LJD qui est forfaitaire, mais qui ne va pas être retenu à vie et qui doit être mis à jour au fur et à mesure de l'avancement en temps. Comment cette mise à jour va être concrétisée? À travers les calculs effectifs et réels sur les créances perdues. Donc, cette année, j'ai perdu 30% de mes créances en souffrance. L'année prochaine, j'ai perdu 35%. L'année d'après, j'ai perdu 30%. Donc là, je comprends que mon taux de LGD, ce n'est pas 45 ou 50, mais c'est de 30. Donc, je vais mettre à jour mon approche. Par contre, la PD, c'est la probability of default, elle doit être mise à jour également à travers les événements passés. Donc là, si j'ai pris une plage horaire entre 2011 et 2016 ou bien 2012 et 2016 pour calculer cette probabilité, au fur et à mesure de l'avancement en temps, je vais la recalibrer, c'est-à-dire la mettre à jour. Donc là, on est en 2020, donc la banque, elle sera en mesure de mettre à jour sa PD sur la plage horaire entre, par exemple, 2015 et 2020 ou bien 2016 et 2020, de façon c'est une norme qui est en mutation totale. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre ces deux normes pour monnaie courante et les appliquer à vie. Et là, on serait un peu dans l'approche mécaniste qu'on a fortement critiquée sur l'IAS 39. Donc, le calcul, comment il est effectué? On prend l'EAD. L'EAD, c'est Exposure at Default. C'est mon encours financier qui va être provisionné. Soit un encours de créance saine, soit un encours de créance CES dans le cadre du bucket 3. Je le multiplie fois la PD, c'est la probability of default, fois la LGD. Donc, ça paraît un peu difficile, mais on peut le décortiquer par un simple exemple. J'ai donné un crédit à mon cousin de 10 000 liras. Donc, la probabilité de défaut que mon cousin ne me rende pas mon argent, c'est 50%. دونك 50% يعطيني فلوسي 50% ما يرد لي والو في يد الله. ال جي دي سي لوس جيفن ديفولت. الا رد لي هاد السيد، الا ما ردليش هاد السيد فلوسي شحال غنخسر؟ واش يعطي ما يرديش كلشي ولا يردي 30% و 70% يقول لي لا ما نردها لكش؟ دونك ça dépend. Donc si on prend une PD de 50% et une LJD de 30%, c'est-à-dire que si il ne me rend pas mon argent, il va pas me rendre 3000 dirhams. Donc là, je vais calculer rapidement. On fait un calcul simple. C'est que mon ECL, c'est 10 000 dirhams fois une PD de 50%. C'est un calcul statistique. 50% fois 30%. La provision, c'est 1500 dirhams. Voilà. Donc, cette méthode de calcul, elle est applicable pour le B1 et le B2. Ça, on l'a compris. Alors, ici, pourquoi on n'a pas pris la PD le calcul? C'est parce que la PD, elle est de 100%. C'est des créances en souffrance et donc, par nature, ils sont risqués. La probabilité de défaut d'Yalom, elle est très importante. Et d'ailleurs, ce n'est pas une probabilité, mais c'est de la réalité. Ils sont déjà en défaut. Donc, ça ne serait pas utile de mettre ici un taux pour la PD. Donc là, on prend l'EAD, mon encours financier, fois la LGD qui est le Loss Given Default. Donc là, c'est les principaux fondamentaux du calcul en IFRS 9 en ce qui concerne les créances. Alors, avant de passer au cas pratique,
On va faire une pause d'échange et de débat. Si vous avez des questions, des compléments à nous donner, quelque chose qu'on a présenté qui n'est pas clair. Donc, c'est un passe-partout. Vous pouvez poser les questions qui vous semblent importantes. Il y a apparemment une question. Nadia, il posait une question par rapport au Mhm, SGD. mhm, Bon, il dit pourquoi c'est 30%. Donc, je pense, mhm, c'est juste si tu peux répondre à cette question. Pourquoi 30% et pas 50%? Donc, tu l'as déjà dit. Donc, par mhm, rapport au loss given default, bon, l'exemple de 30%, c'est juste un taux qui a été donné par exemple. Donc, mhm, c'est pas, rien n'est défini sur la norme IFRS 9, sur mhm, les taux. Donc, ça reste à cette entreprise, selon son contexte, selon sa conjoncture, de définir un taux qui mhm. est propre à son Exactement. environnement. Voilà, donc je Exactement. pense que C'est ça, exactement, cher Kawi, c'est exactement ça. D'ailleurs, la LJD, comme je l'ai cité, c'est un taux qui peut être pris dans une première application de façon forfaitaire, mais qu'on doit mettre à jour au fur et à mesure de l'application de cette norme. Donc là, j'ai pris 30% par exemple, c'est juste un exemple, mais si on prend par exemple le cas pratique qu'on va présenter par la suite, ils ont pris 45%. Donc, ça reste à la banque de définir la LJD qui est euh, la plus adéquate à son portefeuille et à sa nature de clientèle. Parce que la LJD, c'est une notion qui est remarquable et observable sur le portefeuille. À chaque fois que je vais avoir des créances en souffrance, je vais remarquer combien je vais perdre sur ces créances en souffrance de façon à alimenter progressivement et de façon continue mon analyse de calcul sur cette LJD. Alors, d'autres questions, d'autres réponses, d'autres interventions avant de passer au cas pratique. Là, une très belle question, une très bonne question. Comment les auditeurs peuvent challenger ces variables et sur quelle base? Franchement, j'avais eu l'opportunité d'auditer des banques qui ont fait la première application de l'IFRS 9 et je t'assure que c'est un peu compliqué, voire impossible de faire ça dans un premier temps. Parce que déjà, en tant qu'auditeur, pour challenger, tu dois avoir un feedback, tu dois avoir un bagage expérimental va te permettre de challenger. Mais là, puisque c'est la première fois qu'on va faire ça, d'ailleurs, c'est pas uniquement nous-mêmes en tant que cabinet, mais tout le marché financier, puisque c'est la première application de la norme. Donc, il n'y a pas vraiment de socle euh, expérimental qui va te permettre de challenger les pratiques de telle ou telle banque. Mais au fur et à mesure de nos interventions, bien sûr, on va pouvoir consolider certaines expériences et un certain référentiel de benchmarking qui va nous permettre de dire que cette pratique n'est pas applicable à ce type de portefeuille, ou bien cette LJD elle est surévaluée, ou bien regardez votre confrère de bancaire, il a un taux de LJD 30%, pourquoi vous mettez vous 45%? Vous nous expliquez. Parce que là, tout ce qu'on reçoit, c'est des analyses qui sont effectuées par des confrères bancaires pour le compte de cette banque. Donc la banque, au début, elle fait appel à un cabinet de conseil qui va le faire en sorte de ressortir un rapport statistique de calcul de PD et de LGD qu'on peut pas qu'on peut pas challenger, bien sûr, parce que, comme je viens de l'expliquer, on n'a pas suffisamment d'expérience pour le faire. Mais ça va venir, Inch'Allah. Il y aura d'autres interprétations. Donc, la norme, elle est un peu récente. Donc, même si elle est rentrée en vigueur en 2018, mais la pratique des banques, elle est toujours un peu archaïque. D'ailleurs, la plupart des banques, elles n'ont pas une classification qui est automatique, mais il y a un calcul qui se fait manuellement sur des fichiers Excel ou bien sur des fichiers en extra. Et, et donc, le risque d'erreur, il est toujours là.
Si vous permettez, je pourrais juste rajouter par rapport à la question d'Ala. Je trouve que c'est une question pertinente Mhm, qu'on a de l'affronter cette année par mhm, rapport à comment challenger l'IFRS 9 et la provision qui a été comptabilisée par les sociétés. Alors, je travaille pas, je fais pas de bancaire, mais j'ai eu l'opportunité, comme je vais présenter tout à l'heure par rapport à une société industrielle. J'aimerais juste relever un petit point par rapport à ça, c'est que par rapport au challenge, je pense qu'il faut même faire appel à des actuaires, parce qu'il mhm, y a un volet d'actuariat aussi par rapport à la comptabilisation de la probabilité de perte, la mhm. APD. Donc, je ne sais pas, est-ce que autant qu'auditeur avec une formation purement financière, est-ce qu'on serait capable de challenger la probabilité, parce que l'IFRS 9, la norme, n'a pas défini un horizon temporaire pour les années passées pour dire je vais actualiser ou je vais calculer ma probabilité sur 3 exercices antérieurs ou avant, 3, 5 ou 4 exercices avant, parce qu'ils sont des exercices passés. Mais je pense que c'est un calcul qui va demander aussi l'intervention des actuaires pour challenger la probabilité, parce que le PD, c'est un des indicateurs clés Ne pour le plus, oui. calcul Mhm, mhm. pour calcul Exactement, de la provision. Donc, je exactement. pense que ça pourrait être aussi un cas là où les actuaires vont intervenir à Mhm, côté des mhm, autres IAS, le cas d'IAS 21 et mhm, 19. mhm. Et en Voilà. complément, Ahmed, d'ailleurs, si on prend les PD et la LJD et l'ensemble des critères pris en compte, le calcul pour monnaie courante, on les considère comme étant corrects. Là, on est obligé quand même de faire un recalcul de cette provision. Parce que parfois, comme je l'ai expliqué, le calcul il est fait de façon manuelle et donc il y a un risque aussi de calcul au-delà du risque de la mauvaise estimation ou bien du mauvais calcul des différents critères, à savoir la probability of default et la LGD. Donc, en plus du challenge de ces critères, il y a aussi le travail de recalcul et de reperformance de cette provision, qui est d'ailleurs un calcul automatique qu'on peut faire sur Excel, mais qui reste un peu important dans le cadre de nos diligences d'audit.